Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, le bilan livresque du mois de juillet. Et comme le mois dernier, toujours bien équipé avec mon petit ventilo et mon petit jet 27. Donc j'en reviens à mon bilan livresque du mois de juillet, donc j'aurais lu 8 livres, ce fut un bon mois livresque. Et surtout qu'en plus, sans que j'ai eu de coup de cœur, j'ai eu quand même de très bonnes lectures. Ils sont derrière, j'ai 3 thrillers policiers. Et puis le reste c'est du roman contemporain et le dernier là c'est un album, c'est un comics. Voilà, donc 8 à vous présenter, c'est parti, je commence tout de suite. Je commence par vous présenter Aveux de faiblesse de Frédéric Viguier aux éditions Le Livre de Poche, qui est un roman policier. On va suivre Yvan qui est un adolescent assez étrange et solitaire et qui est moqué par ses camarades parce que justement par cette étrangeté, mais aussi parce qu'il est laid. Et cet Yvan, il va un jour être accusé du meurtre de son petit voisin. L'histoire se passe dans un bourg désindustrialisé du nord de la France. C'est un roman policier qui m'a beaucoup plu malgré une grosse déception, à savoir les clichés. Beaucoup de clichés dans ce livre. Déjà par rapport aux policiers qui sont vraiment décrits d'une manière très négative. Et aussi par les habitants de ce petit bourg du nord de la France. Les clichés qui vont avec la campagne, à savoir des gens pas forcément instruits, bidochons et tout ce qui va avec, j'en passe et des meilleurs. Ça c'est des choses qui me déplaisent. J'aime bien un peu l'originalité, qu'on sorte un peu des sentiers battus. Donc c'est un livre vraiment qui est truffé de clichés. C'est dommage parce que l'auteur a vraiment beaucoup de talent. Déjà dans la construction du livre, parce que c'est haletant. Le livre il a moins de 200 pages, je l'ai lu en 2 jours. Impossible de le lâcher, je voulais absolument connaître le mot de la fin. Donc déjà c'est vraiment une bonne chose. Il écrit plutôt pas mal cet auteur et c'est vraiment bien construit, il y a même quelques retournements de situation. Donc vraiment bien. En plus pour ce qui concerne l'analyse psychologique des persos, je trouve qu'il a une vision assez juste des choses, des personnages et des gens. Notamment cette avocate que je crois, je me rappelle déjà plus trop de ce livre. Donc déjà que Yvan il va avoir une avocate et moi je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Donc je connais bien ce milieu, je connais bien les avocats, leur tempérament, leur caractère, etc. Et j'ai trouvé vraiment que la description de la personnalité de cette avocate collait parfaitement au métier d'avocat en général. Donc j'ai vraiment, pour le coup, il a vraiment bien ciblé les choses. Après pour le reste, pour la description des flics et leur méthode, bon c'est ça que j'ai trouvé vraiment cliché. À savoir le policier un peu simplet qui est pas très efficace dans son boulot et qui veut à tout prix trouver un coupable même si c'est pas forcément le bon. Ça m'a saoulée. Surtout que faut savoir que dans la réalité déjà l'image des policiers elle est pas très bonne. Si en plus l'image est négative également dans les livres, j'adhère pas à l'idée. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais petite, j'avais suivi l'affaire Patrick Dils. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Patrick Dils. C'était un homme qui, très jeune, je crois qu'il avait 17-18 ans à l'époque. C'était un ado, il avait été accusé du meurtre de 2 enfants. Et en fait, il s'est retrouvé 10 ans en prison. Il a subi les pires sévices là-bas. Et tout ça pour être relâché et toucher 1 million d'euros au final à sa sortie. Parce qu'il avait été accusé à tort. Entre-temps, on avait retrouvé le vrai coupable. Si je vous parle de lui, c'est parce que j'ai trouvé que l'histoire ressemblait à la propre histoire de Patrick Dils. À savoir un jeune homme qu'on a forcé à avouer des choses qu'il n'avait pas commises parce qu'il était jeune, parce qu'il était naïf, parce que tout simplement il voulait rentrer chez lui. Et vraiment alors je sais pas si l'auteur connaît l'histoire de Patrick Dils, mais en tout cas je trouve qu'il s'en est très fortement inspiré. Donc ce qui n'est pas à proprement parler un tort, parce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé.
Et c'est bien aussi d'en parler, de le souligner et de dire qu'effectivement il y a des flics qui abusent, qui sont inefficaces, qui veulent à tout prix faire augmenter leur quota de réussite ou de découverte d'un criminel. Donc ça existe, hein. Je le nie pas, mais je trouve que c'est bien aussi d'apporter une image positive du métier, parce que tous les flics ne sont pas les mêmes. Vous en avez des très bons, des très intelligents, des très efficaces, des passionnés de leur boulot, et c'est bien aussi de parler d'eux. Voilà. Donc du coup, c'est pour moi un livre truffé de clichés. Mais mis à part ça, voilà. L'écriture est pas mal, c'est très très bien construit, je considère l'auteur comme ayant beaucoup de talent, c'est bien amené, quelques rebondissements, et puis surtout, comme tout policier, ce qu'on espère d'eux, c'est qu'on ne puisse plus lâcher le livre, et ça a été le cas pour moi. On continue dans le thriller policier avec Hunter de Roy Braverman chez Hugo Thriller. Alors, on va suivre Hunter qui s'est évadé de prison après y avoir passé 12 années de sa vie pour avoir été accusé du meurtre de 5 hommes et de la disparition de leur épouse. Leur femme, épouse, copine, peu importe, c'est pas précisé, on s'en fiche. Et donc il va s'enfuir et il va revenir sur les lieux des crimes, donc un petit patelin des Appalaches. Et Freeman, qui est un ancien flic, va être au courant de son évasion et de son retour dans ce petit patelin. Et du coup, il va décider de le pourchasser, parce qu'il faut savoir que cet ancien flic a vu sa fille disparaître. En fait, elle fait partie des femmes qui ont disparu et qui ont apparemment été kidnappées par Hunter. Sauf que ça, on ne sait pas réellement. Peut-être qu'il a été accusé à tort, on ne le sait pas. Donc les meurtres vont un petit peu recommencer selon une même méthode depuis son évasion. En plus, il va être pourchassé par Freeman, et puis de l'autre côté, on va se poser la question, pourquoi il revient sur les lieux des crimes? Normalement, il devrait s'évader et partir carrément dans un autre pays. Or, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il n'est pas revenu sur ses pas pour découvrir le vrai tueur, si c'est pas lui qui les a réellement tués, ces hommes, et fait disparaître leurs femmes? Est-ce qu'il y a une histoire de vengeance? Voilà, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture, bien évidemment. Alors là, va falloir bien vous accrocher au livre parce qu'il n'y a que de l'action. Il n'y a aucun temps mort. L'auteur va vraiment à l'essentiel. Il ne s'emmerde avec aucun superflu. C'est vraiment aucun temps mort du début à la fin, que de l'action. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Le point négatif du livre, bien évidemment, c'est que c'est un peu surréaliste. À savoir que c'est pas très crédible. C'est déjà par rapport aux événements, ça manque de crédibilité et de réalisme. Mais surtout aussi, j'ai trouvé au niveau des émotions des personnages. C'est-à-dire que la plupart, j'ai trouvé, vont ressentir des émotions qui ne vont pas du tout être adaptées, je trouve, à leur situation du moment. Et bon, ça m'a un peu perturbée et j'ai pas trouvé ça très crédible. Après, bon, c'est mon avis, vous pouvez penser différemment, surtout qu'en plus, il faut savoir que ce livre a eu de très bonnes critiques sur Instagram. Les bookstagrammeurs que je suis en disent que du bien. C'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai voulu le lire. En plus, j'adore les thrillers, donc voilà. Mais ça a été une bonne lecture. En plus, j'ai été un petit peu bluffée par la fin, je m'y attendais pas vraiment, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc ça, il faut savoir que c'est le premier d'une trilogie. Voilà, donc pour ceux qui seraient tentés de le lire, sachez que les deux suivants ne sont bien évidemment pas encore sortis parce que celui-ci est sorti tout récemment. On passe maintenant à du thriller young adult avec Kimor de Karen McManus aux éditions Nathan. Alors j'ai voulu le lire parce que j'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce livre, il est sorti il y a pas longtemps et j'avais vu une vidéo d'une booktubeuse, je me demande si c'est pas le souffle des mots, je m'en souviens plus, qui avait donné un commentaire très bien sur ce bouquin.
Du coup, j'ai voulu l'acheter en sachant que quand je suis arrivée chez Giberjeune, et ce livre était leur coup de cœur. Il y avait un petit post-it dessus qui disait que c'était le coup de cœur Giberjeune. Donc du coup, il m'en a pas fallu plus pour le lire, d'autant plus que, comme vous le savez, j'adore les thrillers. Et comme j'avais adoré le thriller Young Adult 13 Reasons Why de J.A. Sher, du coup, forcément, je me suis dit pourquoi pas. Alors dans ce livre, on va suivre 5 lycéens qui sont tous les 5 collés parce qu'on a retrouvé apparemment des portables dans leur sac, mais des portables qui n'étaient pas à eux, et les portables sont interdits au sein de l'école ou pendant l'heure de cours, je sais plus trop. Bref, ils sont tous les 5 collés pour apparemment une faute qu'ils n'ont pas commise et apparemment qu'on leur a fait commettre. Et malheureusement, pendant cette heure de colle, l'un d'entre eux va mourir d'une crise d'allergie. Sauf qu'il va être avéré que ce n'est pas accidentel, quelqu'un l'a tué. Et si on fait vite le calcul, ils étaient 5 en cours, l'un d'entre eux est mort pendant l'heure de colle, donc c'est forcément l'un des 4 restants qui a tué leur camarade de classe, ou alors le surveillant qui était là aussi pour les surveiller, on ne sait pas. Donc c'est à nous de le découvrir pendant toute notre lecture de ce livre. Écoutez, moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, juste pour recadrer un peu les choses, c'est un livre young adulte, donc destiné aux ados, aux jeunes. J'ai 37 ans, donc je suis une adulte, et voilà. Donc je tiens à le préciser parce que du coup, mon avis ne va pas être celui d'un ado. Et les attentes à mon âge ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'âge d'un adolescent qui a 16-18 ans. Voilà, donc c'est un livre que moi j'ai bien aimé, mais je pense qu'un adolescent aurait adoré, surkiffé. Voilà, parce que c'est quand même pas mal du tout. Alors il y a quelques situations qui sont un peu tirées par les cheveux. En plus, comme c'est un livre, même si c'est un thriller, ça reste un livre young adulte, donc forcément il y a des histoires d'amour à l'intérieur qui prennent un peu de place. Notamment à la fin du livre, on avait résolu l'affaire, donc on savait qui avait tué le camarade mort pendant l'heure de colle. Et ensuite, on s'est quand même tapé 15-20 pages d'histoire d'amour, alors que le thriller, l'enquête avait pris fin. Et voilà, après, moi, je serais l'autrice, j'aurais fait pareil qu'elle, parce que, c'est un livre, ne l'oublions pas, qui est destiné à un jeune public. Et forcément, les jeunes publics, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment beaucoup d'amour dans les livres. Quand vous regardez les ados qui achètent des livres, en général, c'est avec des histoires d'amour, principalement. En tout cas pour ce qui est des filles. Donc ce livre n'échappe pas à la règle, vous avez de l'amour et vous avez du thriller. Donc moi l'histoire d'amour, je m'en contrefiche éperdument. Mais je comprends qu'un adolescent pourrait surkiffer parce qu'il a les deux réunis, à savoir l'enquête policière et l'histoire d'amour à côté. Donc ma foi, c'est bien construit. Alors moi je n'ai pas eu trop de surprises par rapport au dénouement parce que évidemment ils étaient 4-5 personnes à être incriminées, à être soupçonnées du meurtre. Et plus vous avancez dans la lecture et plus vous échafaudez des plans en vous disant ça doit être lui qui l'a tué pour telle raison, ensuite ah bah non c'est lui pour telle autre raison. Bref, j'avais 4-5 plans dans ma tête par rapport au meurtrier et au final fallait bien que ça tombe sur ce que je soupçonnais. Donc forcément à la fin c'est tombé sur l'une des hypothèses que j'avais échafaudées. Voilà, donc pas de surprise forcément au niveau du dénouement, mais j'ai quand même passé un très agréable moment, et sachant que 6 mois ça m'a quand même plu malgré quelques petites imperfections, en sachant aussi que c'est très américain comme livre, hein, donc ils sont tous beaux gosses, ils ont tous des parents friqués, enfin les 3 quarts, voilà, c'est Beverly Hills le truc.
Mais mis à part ça, moi ça m'a plu. Alors j'imagine, je me mets dans la peau d'un ado et je pense qu'un adolescent surkifferait. Donc si vous voulez offrir un livre à votre adolescent, eh ben, n'hésitez pas à lui offrir celui-là parce que c'était vraiment pas mal du tout. On passe à du contemporain avec l'un de mes auteurs préférés qui est Philippe Claudel. Un de mes auteurs préférés parce que c'est un formidable conteur et je trouve que ce qu'il écrit est vraiment bouleversant. Alors j'ai lu de lui le dernier qu'il a sorti qui s'appelle L'archipel du chien aux éditions Stock. Alors ça raconte l'histoire de 3 immigrés clandestins qui vont être retrouvés morts au bord d'une plage sur une petite île. Ils vont être retrouvés par certains des habitants de l'île. Va se poser un grave dilemme pour le maire qui va alors se poser la question de savoir est-ce qu'on essaie d'étouffer cette affaire en cachant les corps ou est-ce qu'on en parle sachant que ça va peut-être apporter une image négative à cette île parce que ça va forcément amener son autre journaliste, etc. Et puis il va se poser la question, lui qui a des objectifs et des projets pour l'avenir, voilà, il voulait faire en sorte justement qu'il y ait plus de touristes qui viennent sur son île, la découvrent. Et du coup, si les gens savent que il y a des immigrés clandestins qui viennent échouer sur cette île, est-ce que ça va pas ternir l'image de l'île et est-ce qu'ils vont pas préférer aller ailleurs? Et du coup, le livre tourne un peu autour de cette prise de décision. Et c'est vraiment, Philippe Claudel est vraiment un formidable conteur, c'est vraiment bouleversant ce qu'il écrit. Et ce livre n'échappe pas à la règle. Alors il faut savoir une particularité de Philippe Claudel, c'est qu'il écrit des livres sombres, noirs. C'est quelqu'un qui sait très bien disséquer l'âme humaine, mais disséquer son côté sombre. Voilà. Vous l'aurez compris, dans ses livres, il n'y a jamais aucune joie ni aucun bonheur. Il met vraiment en avant l'âme noire de la personne, les bas-fonds de l'être humain. C'est ça qui met vraiment en avant. Et je trouve ça passionnant, super intéressant. Et là, vous avez une question aussi en toile de fond, qui est la question de la culpabilité et du rejet. Donc en plus d'être un formidable conteur, à la fin de la lecture de ces livres, vous êtes toujours amené à réfléchir sur des choses, sur des questions existentielles, sur le comportement humain, sur tout un tas de choses, et je trouve ça vraiment passionnant. D'une manière générale, la plume de Philippe Claudel est vraiment une plume magnifique, tout en élégance. Franchement, lisez-le, c'est génial ce qu'il écrit. Ce roman, il se lit comme une fable. Alors une fable sombre, certes, mais une fable quand même. C'est vraiment, on lâche plus le livre, on a envie de savoir ce qui s'y passe, c'est vraiment sympa. Et enfin, pas l'histoire, hein, mais l'écriture déjà, je la trouve vraiment superbe, c'est un plaisir que de la lire. Et voilà, alors toutefois, il sort pas beaucoup de livres. Il prend son temps pour les écrire, en même temps c'est tellement magnifique ce qu'il écrit que voilà. J'accepte qu'il prenne son temps. Et j'en ai lu 3 de lui, parce que je les ai pas tous lus, parce qu'il a aussi sorti des nouvelles et j'aime pas lire les nouvelles. Je trouve que c'est des récits trop courts. Une fois que c'est terminé, on a à peine eu le temps de rentrer dedans. Enfin, moi je suis pas fan des nouvelles. Et j'ai lu 3 de ses romans et sur les 3, il y a un de ses livres qui m'a vraiment bouleversée, qui est l'un de mes livres préférés tout court, et c'est Le rapport de Brodeck. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, faites des recherches sur ce livre, mais franchement je vous en conjure, si vous voulez lire un de ses livres, si vous voulez découvrir cet auteur, lisez Le rapport de Brodeck. On continue, alors j'ai super chaud là, je commence à fondre sur place. Débâcle de Lise Spitt aux éditions Actes Sud, alors une autrice belge si j'ai bien compris. Alors vous voyez la couverture, c'est cette couverture qui m'a attirée et qui m'a donné envie de lire le livre, voilà. Pourtant elle est un peu dérangeante, hein, parce que c'est quoi, c'est une gamine de 8 ans en train de fumer.
Voilà, donc tout de suite elle interpelle quand même, hein, même si on n'aime pas la couverture. Moi je la trouve très belle, mais même si on n'aime pas la couverture, ça nous interpelle quand même quelque part. Et du coup j'ai fait des recherches sur Instagram et j'ai vu certains avis et du coup ça m'a envie de donner de le lire parce que les avis étaient bons malgré la couverture sombre et dérangeante. Et ben faut savoir que la couverture correspond parfaitement au récit, qui est également sombre, dérangeant, malsain, tout ce que vous voulez. Alors par contre ça n'a rien à voir avec la photo. Sur la photo vous voyez une gamine de 8 ans en train de fumer, le récit c'est pas du tout ça. Mais c'est la même chose dans le côté sombre et dérangeant comme je vous disais. Alors le roman se construit ainsi. Certains chapitres, on est en 2015 et on va suivre le personnage principal qui est Eva dans le présent. Donc le présent c'est 2015 et certains autres chapitres on retourne dans son enfance et elle nous raconte sa relation un peu malsaine avec ses deux copains Pim et Lorenz. Alors je suppose qu'il s'appelle en fait Lorenz, je dirais bien Laurent, mais à la place du T à la fin c'est un S, donc je sais pas si on prononce Lorenz ou Laurent. Moi je dis Lorenz du coup, mais bon c'est un détail, on s'en fiche. Et du coup elle va nous raconter son enfance avec eux, notamment durant cet été cauchemardesque de 2002 où il s'est passé quelque chose, mais qu'on ne saura qu'à la fin du livre. Et donc c'est un livre super prenant parce que bon, alors faut savoir déjà qu'il n'y a aucune joie ni aucun bonheur dans ce livre. C'est sombre et noir, voilà. Donc la lecture est complètement prenante et haletante parce que évidemment l'autrice va mettre au fur et à mesure de notre lecture des petits indices sur notre chemin pour nous dire bah, continuez à lire parce qu'il va se passer quelque chose de vraiment dramatique et d'horrible. Et notre côté à nous de voyeur, parce que c'est ça en fait, hein. Dans la lecture, moi j'ai un côté très voyeur et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas pu lâcher le livre avant de savoir ce qui se passait réellement. Effectivement c'est innommable ce qui va se passer. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, bon c'est sombre, c'est noir, mais c'est pas non plus une lecture oppressante, voilà. Eva, elle a des parents qui sont violents, elle a des frères et sœurs, une sœur qui a des tocs, voilà, donc c'est pas la joie, c'est pas le bonheur, plus ça, plus une relation un peu malsaine avec ses camarades, Lorenz et Pim, bon voilà. Mais ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la qualité de la narration et de la construction du livre. C'est vraiment un coup de maître. La fin, franchement, est superbe. Superbe. Alors, c'est pas un happy end, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'espoir. La maîtrise et la qualité de la narration m'ont complètement bluffé. Et si l'objectif de l'autrice était de marquer les esprits, franchement, c'est complètement réussi. On continue dans le contemporain avec Les Immortalistes de Chloé Benjamin aux éditions Stéphane Marsan, une maison d'édition que je ne connaissais pas et sur laquelle je vais me pencher sérieusement parce que j'ai lu 2 livres de cette maison d'édition. Le deuxième, je vais vous le présenter juste après. Et je pense que c'est une maison d'édition qui mérite à être connue parce que les livres, j'ai cru comprendre qu'ils ne sortaient pas beaucoup de livres. Une dizaine par an, mais franchement les 2 que j'ai lus sont vraiment très bien et du coup je vais faire des recherches pour savoir si je peux pas en lire d'autres de cette maison d'édition. Ce livre m'a été conseillé par mon libraire, la librairie Tome 7. Pour ceux qui souhaiteraient y aller, ils sont situés rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris. C'est une très bonne librairie, toujours de bons conseils. Et ils connaissent, comme cette librairie me suit sur Instagram, sur mon blog, du coup, ils connaissent mes goûts littéraires. En plus, j'achète quasiment exclusivement tous mes livres chez eux. Du coup, ils commencent vraiment à connaître mes goûts littéraires et ils commencent à se permettre de me donner des conseils d'orientation au niveau de la lecture. Et là, c'est le premier qui me conseille en me disant « c'est très bien, ça devrait vous plaire », donc Les Immortalistes. Et effectivement, j'ai adoré. Alors, c'est une fresque familiale américaine. On va suivre 4 enfants
4 frères et sœurs, donc en fait 2 sœurs, 2 frères, qui un jour, pendant leur enfance, ils sont tous les 4 petits, plus ou moins petits, suivant les âges, mais en tout cas ils sont tous les 4 mineurs à cette époque-là, ils vont décider de consulter une voyante qui a la réputation en fait de pouvoir prédire la date de votre mort. Voilà, donc ils vont la voir pour tuer le temps parce qu'ils s'ennuient, ils ont fait des économies, donc voilà, ça les amuse en quelque sorte de la voir. Sauf que cette prédiction finalement va avoir un impact sur les choix qu'ils vont faire dans le futur. Alors le roman est construit de cette manière, 4 chapitres, il n'y a que 4 chapitres. Et chacun des chapitres, c'est l'un des frères et sœurs qui parle. Donc on suit chaque frère et sœur dans un chapitre entier. Donc beaucoup de pages parce que 4 chapitres sur un livre qui en fait 500 je crois, ouais 404. Bon, c'est des longs chapitres on va dire. C'est vraiment prenant parce que déjà c'est très bien écrit et vous êtes complètement happé par l'histoire. C'est une famille juive, donc il faut savoir qu'on va vous parler un peu de la religion du judaïsme dans ce livre et de sa culture, de ses coutumes, mais très très peu, ça reste très discret, donc ça prend pas toute la place dans le récit. Et on est vraiment happé par l'histoire, en plus c'est passionnant parce que vous avez l'une des sœurs qui veut devenir magicienne et vous apprenez les tours, comment ça se passe, vous apprenez plein de choses sur le métier. Ils ont des personnalités vraiment originales et voilà, ça s'étend sur une période de 1969 à 2010, donc une longue période de l'Amérique. On va connaître le San Francisco des années 80, le début du sida, Las Vegas, etc. Et c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super bouquin. Voilà, donc en plus vraiment une histoire avec du fond. Un livre avec cette réflexion qui est si vous appreniez que vous allez mourir demain, est-ce que vous prendriez la décision du coup de vivre plus intensément votre dernier jour sur Terre ou pas? Ce livre va vous amener à réfléchir sur ce type de questions. Je trouve que c'est une très bonne chose et ça a été un super bouquin, une super lecture. Pas forcément un coup de cœur, mais presque. Du coup, comme je vous l'ai dit pour la présentation du précédent bouquin, on continue aux éditions Stéphane Marsan avec Le silence d'après de Cass Steincliffe. Également une bonne lecture, alors légèrement moins bonne que le livre précédent que j'ai vraiment adoré. Celui-ci je l'ai un peu moins adoré mais je l'ai bien aimé quand même. Donc on va faire la rencontre dans un train de 8 destins. Donc ils vont se retrouver dans le même wagon. Parmi eux va se trouver Sahil qui est un djihadiste et dont le sac à dos est rempli d'explosifs. 9 voix dans ce livre. 8 dans le train, la 9e voix en fait c'est la sœur de Sahil qui n'est pas dans le train, elle est chez elle à la maison. Donc chaque chapitre donne la voix à un personnage, sachant qu'il en devient alors le narrateur. Donc on va s'attacher à ces persos parce qu'ils vont nous raconter tout de leur joie, leur peine, leur passé, les objectifs dans le futur. Ces différentes tranches de la société. Parce que vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir un couple de lesbiennes, vous allez avoir un autre couple avec enfants dont le père est raciste. Voilà, c'est tout un panel de la société. Et au milieu d'eux, vous allez trouver Sahil, donc, dont le sac à dos est rempli d'explosifs. Et donc c'est poignant parce qu'on apprend à connaître ces gens et à les apprécier et on les trouve touchants et on s'y attache. Et surtout en fait on sait que un drame va t'arriver. Donc la lecture si vous voulez elle est plutôt tendue et oppressante toute la lecture. Et surtout en plus c'est vraiment des gens ordinaires et ça pourrait être moi, vous. Et ça donne un côté très réaliste aux choses et au récit. Surtout en plus que c'est un sujet très actuel. Donc forcément on s'identifie complètement au récit et au perso.
Et vraiment, ça a été une bonne lecture qui fait pas forcément réfléchir, mais comme ça touche à un sujet très actuel, ça a tendance un peu à nous bouleverser. Voilà. Et au départ, avec le recul, je me disais, ce qui m'a un peu dérangé dans le livre, enfin ce qui m'a pas forcément plu, ce qui m'a un peu déçu, c'est le fait que ces personnages, ils aient une personnalité un peu fade, on va dire, vraiment très très ordinaire. Et j'aurais préféré un peu plus de peps, j'aurais préféré des caractères plus forts, plus atypiques au niveau de la personnalité. Et après, avec le recul, je me suis dit, non, en fait, pas besoin, parce que c'est tout simplement des gens ordinaires qui, au final, se sont montrés extraordinaires, et j'ai trouvé que ça donnait de la force au récit. Le dernier livre que je vais vous présenter n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit d'un comics. Tout le monde connaît Walking Dead, donc je vais pas vous faire de résumé, soit vous connaissez la série, soit vous connaissez le comics, soit vous connaissez les deux, mais tout le monde connaît cette série qui est devenue un peu universelle. Et voilà, donc moi, pour la petite histoire, je suis une fan de la série télé, mais également du comics. Alors si vous me demandez, je vous répondrai que je préfère le comics, parce que ça tourne quand même moins en rond. Et ils ont été écrits avant que la série soit diffusée, donc bon, voilà. Je trouve que les dessins sont plus trash, il y a moins de censure dans le comics. Et voilà, donc moi personnellement je préfère le comics. Après j'adore également la série télé, mais plus véritablement pour l'histoire, parce que je trouve vraiment que la série télé s'essouffle, que ça commence à tourner en rond. Mais je continue à la suivre parce que je trouve qu'il y a dedans deux acteurs vraiment extraordinaires, que sont Rick et Negan, et vraiment je continue à regarder la série vraiment pour leur jeu d'acteur. Et d'ailleurs je crois qu'ils ont eu des récompenses chacun, et franchement c'était amplement mérité, parce que comment ils jouent, c'est vraiment un truc de ouf. Et donc pour la petite histoire, depuis quelque temps, grâce à une amie, je revends certains de mes livres chez Gibert Jeune pour me faire un peu de sous, pour me faire une cagnotte, pour que je puisse racheter des livres derrière. Parce que j'ai quand même pas mal de livres qui me plaisent pas, une fois lus, ou qui me plaisent que moyennement, et je n'ai pas envie forcément de les conserver dans mes bibliothèques. Parce que voilà, sinon j'ai déjà pas mal de bibliothèques, hein, j'ai un salon de lecture chez moi, et déjà j'ai réussi à faire ça, je suis super contente. Mais franchement, si je devais garder également les livres qui ne me plaisaient pas, ou moyennement, j'aurais je sais pas combien de bibliothèques dans toutes les pièces de la maison. Donc du coup je suis obligée de faire un tri. Donc les livres qui m'ont pas plu, que j'ai envie de revendre, j'essaye de les revendre chez Gibert Jeune. Ils reprennent pas tout, c'est suivant les stocks, et il faut savoir qu'ils reprennent que les livres en parfait état ou en bon état. Mais les livres un peu abîmés, je pense qu'ils reprennent pas. Et du coup, dernièrement, j'ai vendu 10 livres chez eux et j'ai eu une cagnotte de 40 €. Il faut savoir, pour ceux que ça intéresserait de vendre chez Gibert Jeune, je fais une petite parenthèse, vous avez la possibilité soit de récupérer de l'argent liquide par rapport à cette vente, ou soit de mettre votre argent sur une carte. Alors la carte du coup vous oblige à racheter chez Gibert Jeune et pas dans une librairie ou tout simplement garder les sous. Mais il faut savoir que si vous mettez votre cagnotte sur la carte Gibert Jeune, suivant la vente que vous avez faite, il vous rajoute un peu d'argent. Donc jusqu'à 5... Je crois que la dernière fois, j'ai vendu 10 livres, j'ai eu pour 40 € et je crois que j'ai eu 5 € en plus du fait d'avoir mis sur la cagnotte. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez acheter des livres derrière. J'adore vendre mes livres chez Gibert Jeune parce qu'il faut savoir que les livres brochés, ils peuvent vous les reprendre parfois jusqu'à 6 €, ce qui est plutôt pas mal. Et les livres de poche, je pense jusqu'à 3 €, suivant la rareté ou suivant les stocks qu'ils ont. Donc votre cagnotte, elle peut facilement grimper. Et si j'arrive pas à vendre chez eux, je donne mes livres, je les dépose dans la boîte à livres de ma ville. Et du coup, j'ai donc vendu mes livres et la dernière fois, et je suis allée en boutique pour racheter des livres derrière comme j'avais mis sur ma carte Gibert Jeune. Et dans le rayon comics, je suis tombée sur une édition collector spécialement sur Negan.
Et donc moi j'adore ce personnage, je trouve que vraiment c'est un horrible psychopathe, mais un psychopathe très charismatique. Et je ne savais pas qu'ils avaient sorti un hors-série spécialement sur Negan, et en fait sur son histoire avant Walking Dead. Au moment où l'apocalypse est arrivé, où il y a eu les zombies, il avait une histoire, et cette histoire nous est un peu racontée dans ce comics. Alors c'est très court, c'est vraiment quelques pages, mais moi ça m'a suffi parce que au moins je sais ce qui s'est produit dans sa vie juste avant que l'apocalypse n'arrive. On va dire l'apocalypse, enfin la genèse zombie, on va dire. Ouais, alors 68 pages sur l'histoire de Negan en comics. C'est pas grand chose, ça défile super vite, mais franchement en tant que fan j'étais super contente. Et le restant des pages, en fait, vous avez un tout petit chapitre sur Michonne, pareil, juste avant l'ère zombie de cette page. Donc cette page, c'est rien du tout. Et ensuite, un dernier chapitre sur le gouverneur. Non, pas un dernier chapitre. Vous avez également après le gouverneur. Donc pareil, 7 pages sur le gouverneur. Et pour ceux qui se souviennent, le gouverneur, c'était celui qui avait gardé sa petite fille qui avait été attaquée par des zombies, qui était devenue zombie elle-même. Et il la tenait en laisse comme un petit chien dans sa geôle. Donc pour ceux qui se souvenaient plus, parce que moi sur le coup, quand j'ai vu le gouverneur, je fais c'est qui celui-ci déjà? Et en fait, voilà, c'est lui. Et le dernier, c'est sur Tyrese, donc pareil, 7 pages. Donc c'est vraiment très très court, mais pour tous les fans qui se respectent, c'est vraiment un collector qu'il nous fallait dans notre collection et bibliothèque. Alors il y a 2 éditions, moi j'ai pris l'édition collector. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Alors moi, je collectionne les Walking Dead en double volume chez Françoisir. Donc ce ne sont pas les mêmes éditions que celles que vous allez trouver chez votre libraire ou à la FNAC, qui sont des éditions simples, et ce ne sont pas les mêmes couvertures, pas le même papier, enfin voilà. Donc moi c'est double volume de chez Françoisir. Donc moi je me suis permise du coup de prendre l'édition collector parce que forcément ça ne correspondrait pas de toute manière que je prenne cette édition là ou l'édition normale, ça ne correspondrait pas du tout aux éditions double volume que j'ai chez Françoisir. Je trouvais un chouïa plus joli que l'édition normale, mais franchement si peu, c'est à peine plus joli que l'autre format franchement. Donc voilà, pour tous les fans de Walking Dead, sachez qu'une édition hors série est sortie sur Negan et je suis ravie. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur ma page Facebook également, mais bon, Facebook est un peu une répétition d'Instagram parce que je n'y fais que copier ce que j'ai déjà publié sur Instagram. Mais n'hésitez pas, ma vie en livre, à me suivre sur ces 2 réseaux sociaux, à me mettre vos commentaires en dessous de la barre d'infos. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà, sinon moi je suis en vacances 3 semaines au mois d'août. Je pars 15 jours à Arcachon. Je ne connais pas la région, je pense que ça va beaucoup me plaire. Du coup, comme je connais pas la région, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour lire, parce qu'il faut savoir que quand je vais dans une région que je ne connais pas, je préfère vadrouiller, découvrir les lieux, prendre de jolies photos, parce que j'adore la photo également. Et voilà, mais sinon je me suis constitué ma petite palle à lire, et puis je vous en reparle fin août, sachant que je reviens le 1er septembre, et qu'à mon avis, la prochaine vidéo ne sera pas publiée avant mi-septembre je pense. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, passez de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances en ce mois d'août, bonne reprise du travail pour les juilletistes qui sont revenus de vacances, et voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, bye.